Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir. Toutes nos excuses, madame, monsieur, pour ce gros retard, pour des raisons indépendantes de notre bonne volonté. Bienvenue, c'est Equinoxoir, 19h, 21h, de lundi à vendredi, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. En l'absence de Christian Penda et Koka, président du comité de gestion de survie Cameroun, Survival Initiative, le professeur Maurice Kamto, initiateur du dit projet, a tenu à faire, il y a quelques jours à Yaoundé, toute la lumière sur la différence constatée entre le compte en ligne, affiché de Survie Cameroun et les sommes disponibles, objet de tout type de commentaires depuis quelques mois. Nœud gorgien du problème, plus de 330 000 euros introuvables, soit près de 195 millions de francs CFA, considérés par l'opinion comme détournés. Pour le professeur Maurice Kamto, et d'après le rapport, un bug informatique serait à l'origine de cette situation malheureuse. Ce sont en tout 90 dons faits en livres sterling et dollars, soit un total de 314 273 euros qui ont entraîné cette différence. Un troisième audit pour établir toute la vérité. Le premier n'avait pas, on s'en souvient, établi les raisons exactes de l'écart et avait laissé place aux hypothèses. Le professeur Maurice Kamto, initiateur du projet, va commander un deuxième audit, désistement par la suite de l'auditeur français à cause, disait-il, des pressions de Yaoundé, lui déconseillant de se mêler des affaires de politique intérieure du Cameroun. C'est le troisième audit, un consortium indien et hollandais qui permet aujourd'hui de lever des équivoques. Pour ce qui est des dons faits au Cameroun, à travers des opérateurs de téléphonie mobile, il remonte à près de 20 millions de francs CFA. Il avait été bloqué, souvenez-vous, par les pouvoirs publics. Madame, monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition de vendredi, présentée depuis Douala par Nadine Yambo, tout de suite après, le débrief du journal, en direct de Yaoundé. Audit des comptes Survie Cameroun, fin de la polémique, c'est une interrogation, madame, monsieur. Pour tenter de répondre à cette question, nous avons fait venir sur le plateau le professeur Pascal Charlemagne, Messanga Nyamdi. Bonsoir, prof. Bonsoir. Bon retour à Yaoundé. Merci, ça fait du bien. Vous ça savez, fait du bien. Oui, je suis comme ce fugitif qui redécouvre un lieu, une ville qu'il a accueilli. Oui. Mais sinon, ça va très bien, parce que je voudrais saisir cette opportunité pour remercier toutes les populations de Gawa, les étudiants de l'université de Ngaoundéré, à Gawa, les collègues, les lamidos, tous ceux qui m'ont accueilli vraiment comme je ne l'imaginais pas. Voilà. Mais en tout état de cause, je suis de passage à Yaoundé. Voilà. Et puis, si je vais dire un petit mot, vous savez, lorsque je faisais mes études de droit à la Sorbonne, j'ai été influencé par un professeur que j'ai encore en mémoire, Jean de Soto, qui nous dispensait un cours de droit administratif. Alors de Soto nous disait, les actes administratifs reposent sur deux piliers. Le premier pilier, c'est l'effectivité. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle l'applicabilité. Alors, moi, je voudrais dire que c'est avec joie et en tant qu'universitaire, bien entendu, que j'ai accueilli effectivement cette décision. Parce que si j'ai un conseil à donner à tous les agents publics, lorsqu'il y a un acte administratif qui s'impose à vous, vous avez deux choix. Soit vous l'appliquez et puis vous êtes tranquille, soit vous tentez de ne pas l'appliquer et vous avez d'autres ennuis. Alors merci. Moi, j'ai voulu ici appliquer en tant que républicain, membre du comité central, montrer un exemple, que l'acte soit juste ou pas, il faut d'abord l'appliquer. C'est ce que j'ai fait. Membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, coordonnateur du mouvement des biaïstes. National du mouvement des biaïstes. Vous avez vu les biaïstes, c'était nombreux. Voilà. Là aussi des biaïstes. Merci. À côté de vous, Charles Kenyé, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mes chers companélistes. Vous êtes géostratège, consultant international, c'est bien cela? Exactement. Voilà, merci. Willy
Mengue, bonsoir. Bonsoir, monsieur Otto. Bonsoir au professeur Sanganyamdi. Bonsoir, monsieur Kenyé, l'internationaliste. Bonsoir à tous ces téléspectateurs qui nous regardent encore ce soir. On dit vraiment beaucoup d'excuses pour ce retard de moins. Justement, on va dire straight to the point, comme disent les anglo-saxons. Willy Mengue, cette situation, est-ce que vous pensez, cette sortie de professeur Kamto, est-ce que vous avez levé tous les équivoques possibles? Comme l'indique la polémique, est-ce que la polémique a pris fin avec cette sortie du professeur Kamto? Absolument, absolument. Il faut comprendre que Survie Cameroun, à l'aune de sa mise en route, c'est-à-dire en avril 2020, le Cameroun venait alors d'enregistrer les premières cartes il y a 27 jours, par exemple. Suivi Cameroun a été pensé dans l'urgence humanitaire par un citoyen que nous appelons Maurice Kamto, parce qu'il faut faire un distinguo entre le professeur Maurice Kamto, entre le citoyen Maurice Kamto et surtout un distinguo encore avec le président national du MRC. Il faut faire cette différence-là. C'est le citoyen Maurice Kamto pris d'humanisme face à cette menace virale qui venait de frapper notre porte, qui dit, bon voilà, il y a une vacuité institutionnelle, c'est-à-dire un silence qu'on observe au niveau de l'État en matière de réaction. On ne va pas rester là les bras croisés, attendre mourir. Il faut que, dans un souci d'autodéfense, que les citoyens... On a perdu beaucoup de temps, 30 minutes, les 330 minutes. Est-ce qu'avec la sortie, les Camerounais sont désormais... les cœurs se sont apaisés. Absolument, absolument. Le consortium a été clair dans son rapport d'audit remis le 17 avril dernièrement. C'est-à-dire, en fait, les 314 000 euros qui sont l'équivalent de 195 millions de francs CFA, en fait, c'était un chiffre affiché de plus sur la jauge du logiciel de Survie Cameroun basé à CIC en France. Ça veut dire qu'en fait, ce chiffre-là vient d'un dysfonctionnement informatique logé dans le logiciel qui avait été conçu. Et le dysfonctionnement informatique avait le bug, comme on appelle, avait été complètement découvert. Il y a une traçabilité de tous les donateurs. Les 91 comptes qui venaient de la sphère monétaire dollar américain et de la sphère monétaire livre sterling ont été parfaitement identifiés. Ça veut dire qu'en fait, le convertisseur de devises, parce que le compte Survie Cameroun, lorsqu'il a été initié, a admis une seule devise, c'était l'euro. Sauf que, courant juin 2020, il y a d'autres donateurs potentiels qui se retrouvaient avec la devise, la livre sterling et le dollar. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc introduire un nouveau composant dans le logiciel, c'est-à-dire le currency shooter, qui devait donc procéder à la conversion de ces deux monnaies internationales pour l'euro. Sauf qu'en convertissant cela, le convertisseur décimal, le séparateur décimal et millier n'est pas reconnu par Currency Shooter. Si bien que les chiffres affichés sur la jauge, sur la plateforme, sur le compte, étaient plus importants que l'élément en substance au niveau du compte logé à CIC France. Si bien donc que les 195 millions de francs CFA, aujourd'hui, ça a été juste une polémique. C'est-à-dire, nous avons été tous trompés par ce bug-là. Tous les donateurs doivent rester tranquilles parce que tout leur argent a été reçu intact dans le compte de Survie Cameroun. Et le souci du citoyen Maurice Kamto était justement pour conseiller justement à jeter la clarté, la transparence en matière de gestion des finances publiques pour un geste humanitaire, des donations volontaires qui sont venues de partout pour que les uns et les autres comprennent qu'il n'y a pas eu un flou, l'argent est intact, tout a été utilisé. Ce qu'on attend là maintenant, c'est juste un rapport interne de l'usage de cet argent. Le rapport doit être bien sûr fourni par le président du comité de gestion, M. Christian Penda. Et comme je l'ai dit, le président n'était pas là hier. Comment interpréter ça? Oui, là, c'est pas... Il y a des responsabilités qui sont établies. L'initiateur, c'est le professeur Maurice Kamto. Pour lui, il avait une exigence morale à jeter la lumière sur cette politique, ce flou-là. Voilà. Il faut rendre compte aux donateurs. Il faut rendre compte au peuple entier, ici et ailleurs. Mais comment le faire en l'absence... Est-ce que ça justifie l'absence techniquement, de Christian Penda et Koka? On parle quand même de ces fonds-là.
Techniquement, le professeur a été clair. Il a dit, il attend encore dans les délais le rapport d'usage de 800 000 euros recouvrés sur la plateforme internationale. Parce que c'est outre les donations nationales locales qui avaient été bloquées par les comptes MTN Money et Orange Money. C'est dans les 20 millions de francs CFA. Donc, il attend ce rapport. C'est au terme de ce rapport qu'il va faire un rapprochement et voir comment est-ce qu'avec celui qui a reçu mandat de gérer, c'est-à-dire M. Christian Penekoka, qu'en serait-il exactement? Donc, il n'a pas piétiné la procédure, bien peut-être délaissé M. Christian Penekoka, qui n'était pas présent à cette conférence, à cette consultation médiatique. Professeur Pascal Charlemagne Missanga-Yamdi, le professeur Kamto a fait une sortie pour un peu calmer les esprits, parce que depuis plusieurs mois, on dit un certain nombre de choses par rapport à cette initiative. Il était dans tout son droit, le professeur Kamto? Oui, je pense bien entendu, c'est une initiative de droit privé avec effet de droit public. Et là d'abord, il faut le dire, lorsque des initiatives, je dirais, humanitaires de droit privé sont ici prises par des groupes, il faut rappeler que c'est parce que quelque part, ils veulent accompagner la société. En tant que telle, l'initiative est bonne. Maintenant, on peut reconnaître une chose, les partis politiques au sein des États africains, et du moins ceux qui animent les mouvements politiques et même les mouvements associatifs, j'ai encore en mémoire l'association française de lutte contre le cancer, on a vu le sort qui a été réservé à son président. Malheureusement, ces groupuscules humanitaires ont de très très mauvaises relations avec l'argent. Et je crois que le MRC, qui est un parti concurrent et rival, malheureusement, ne donne pas pour un parti qui voudrait faire le changement. N'oubliez pas que, en tant qu'homme politique, nous suivons également comment évoluent nos rivaux. Et n'oubliez pas qu'il y a eu d'abord... Pourquoi vouloir toujours coller ça au MRC? Ils sont clairs depuis. Hein? Oui. C'est une initiative qui n'a rien à voir avec le MRC. Rien à voir avec le MRC, mais il faut féliciter le MRC parce que le MRC a accompagné et soutenu cette action. Il faut quand même le dire, hein, c'est pas négatif. Oui. Et d'ailleurs, mais vous verrez que maintenant, si il faut voir du côté de la transparence, qu'ils soient sincères et qu'ils aillent jusqu'au bout. Ce n'est pas compliqué. Vous savez, en finance publique, lorsque vous avez un peu fait de finance publique, bon, il y a ce qu'on appelle le compte d'emploi. Ça veut dire que soit on vous affecte de l'argent, soit vous recevez des dons, hein, comme c'est le cas, et puis vous sortez ce qu'on appelle un compte d'emploi. Et là, vous êtes plus crédible. C'est pas le bavardage. On a fait ci, on a fait ça, il y a eu des bugs. Non. Je crois que nous sommes dans donc un environnement... Donc vous n'êtes pas convaincu? Moi, je ne prends pas position. J'ai bien dit que c'est une bonne initiative de droit privé, mais je voudrais qu'il soit plus crédible. Parce que quand on parle de dons, écoutez, c'est pas compliqué. Il y a des donateurs. Bon, et quand le donateur dépose un don, mais il a un nom, il a une adresse, et il y a la somme. Et puis il y a le compte d'emploi. Alors, il serait plus judicieux pour moi, hein, pour arrêter cette affaire tout de suite et maintenant, mais de publier une liste sur Internet, dans les réseaux sociaux. Pour l'américain, on a reçu tel. Voilà la somme, voilà les noms. On saura déjà la somme exacte. Pour le français, pour l'anglais, pour l'africain. Alors tout ça, c'est du bricole à la fin. On a fait ci, on a fait ça, mais donnez les noms. Affichez les noms. Publiez les noms dans les réseaux sociaux. Et puis à la fin, je termine là. Faites ce qu'on appelle en finance publique. Hein, c'est ce qu'on appelle le compte d'emploi. Le compte d'emploi, c'est quoi? Nous avons reçu 100 francs, et voilà comment nous avons dépensé l'argent, et voilà les noms, et voilà où l'argent est allé. Puis, basta. Oui. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on est en train de voir. Oui, Charles Gagné, sur cette situation, vous, depuis 2 jours, vous êtes un peu... Vous faites partie des populations, de ces personnes-là qui pensent que l'essentiel est dit. Fin de la polémique? Bon, je ne pense pas. Pourquoi? Je ne pense pas que l'initiative soit louable, parce que réellement,
il aurait fallu montrer cet exemple de clarté, c'est-à-dire que les Camerounais sentent quand même qu'il y a une certaine traçabilité, une certaine lisibilité dans l'usage. Donc vous demandez aussi des noms de tout ça? Non, je vais parler dans la logique des noms, mais je vais plutôt aller parce qu'il faut bien comprendre que dans ce mouvement-là, bien avant que l'audit ne soit demandé, il y a eu des sanctions au sein de l'Europe. Exactement. Donc, au niveau de l'Europe, il y a eu des sanctions. Ça démontre à suffisance qu'il y a eu faute de gestion. Et quand vous regardez même le rapport d'audit qui a été fait, vous comprenez que quand vous prenez les chiffres qui ont été collectés au niveau de la plateforme, on parle d'un peu presque 330 000 euros. Mais le rapport d'audit fait 314 200. 314. Vous comprenez que même jusqu'à là, il y a un gap. Donc réellement, on n'est pas dans le recouvrement des fonds. Ça démontre à suffisance qu'il y a eu un problème il y a eu faute de gestion là-bas. Maintenant, il est impératif aujourd'hui que ce rapport d'audit aille jusqu'au bout. Les responsabilités, le partage, comment cela s'est passé. Ce que le professeur dit a bien et bien son sens. Si X a versé de l'argent, c'est qui? Il a versé combien? Ça a été utilisé comment? Et enfin maintenant, peut-être que les Camerounais auront réellement un sentiment de traçabilité, de visibilité. Mais je m'interroge beaucoup plus même dans je vais dire quoi, dans l'objectif, dans la finition d'un tel mouvement, parce que aujourd'hui on questionne, je vais dire quoi, on questionne l'audit, on questionne l'opération Survival Cameroun, Survival Initiative. Mais j'aime bien souvent le rappeler. Il y a un rapport qui a été commis par le GABA. Le GABA, c'est le groupe d'inter-agences pour la lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. C'est un think tank qui a été mis sur pied par la CEDEAO dans l'optique de donner des propositions sur la problématique du financement du terrorisme en Afrique. Et dans ce rapport du GABA, dans son article, il est bien précisé de contrôler, c'est-à-dire que c'est un rapport pour les États. Il précise à l'intérieur de contrôler les opérations de collecte de fonds dans les pays en guerre. Mais M. Serge Alain, je vous pose une question très simple. Est-ce que le Cameroun, c'est un pays en guerre? Je pense que indirectement, on y répondrait oui. Sur pratiquement 10 régions, on a 8 régions qui sont en train de subir un certain nombre de menaces. Ça sous-entend qu'en principe, une telle initiative devait incorporer l'aspect ou alors le contrôle, ou alors le regard étatique. Sinon, les fonds que vous prenez là, comment est-ce qu'elles vont être gérées? Comment est-ce qu'elles vont être réparties? Où est-ce qu'elles iront? Tant qu'un État... Je crois que si on se souvient bien, on a... M. Pendaï Koka a sorti une liste avec les représentants des différents ministères qui devaient faire partie de cette initiative, si permettez-moi l'expression. Je vous comprends. Est-ce que l'État a accédé favorablement à cette demande? Non, je vous comprends. Je vous comprends très bien. C'est un autre débat. Prenons un oui, c'est parce que vous avez dit que l'État devait être accompagné. Ils ont demandé, oui. Mais je veux revenir dans cette logique-là. Je vous prends un exemple très simple. Aujourd'hui, ils ont évolué dans un mouvement associatif. Oui. On peut comprendre que c'est un mouvement politique. On est d'accord? Mais l'initiateur du mouvement, lui, il est politique. Les responsables, les acteurs même qui gèrent le mouvement, ils sont politiques. Vous ne pouvez pas détacher une telle actualité du contexte. C'est-à-dire que c'est le contexte qui fait l'actualité. Et nous étions dans un contexte socio-politique assez tendu, où tant l'initiateur ou alors les acteurs du mouvement ont eu à poser un certain nombre d'actions à contestation. Non, permettez. Non, c'est ça qui empêche. Non, on dit que c'est la vie des Camerounais qui est en jeu. Je ne refuse pas, je n'empêche pas. Mais ce que vous êtes en train de relever là, ce que je suis en train de relever, c'est que vous dites qu'ils ont posé un certain nombre d'actes, c'est pourquoi on doit balayer l'initiative. Je ne dis pas qu'on doit balayer, je me mets dans la posture de celui qui reçoit l'initiative. Monsieur Alain Serge Alonto, j'ai un voisin qui passe son temps en journée à me jeter des pics. C'est-à-dire, il passe sa journée à me jeter des pics. Le jour, il m'apporte à manger, je m'interroge sur le contenu de ce qu'il me donne. Vous comprenez un peu. C'est de ça dont il est question. Donc, aujourd'hui, par souci, je pense que, et dites-vous bien une chose, c'est que il aurait été possible, nonobstant la logique ou alors les démarches qui ont été entreprises par le MRC, justement, même dans ce rapport, d'introduire, alors d'incorporer le gouvernement de la République. C'est SCI, c'est pas le MRC. Pardon, Survival Cameroun, Survival Initiative, justement, d'incorporer des membres certains justement, parce que il y avait la TEJ, la défense, les finances, exactement. Vous voyez un peu, ça aurait donné un plus de clarité, de lisibilité. Je vous dis pourquoi. Mais ils l'ont fait. Je vous dis pourquoi. Le rapport ils l'ont fait ou ils l'ont pas fait? Non, je parle de ce qui vient d'être fait là. Oui. Le rapport qui nous était, parce que les rapports, on sait comment ça se fait, ça se commande. C'est-à-dire qu'on peut prendre un cabinet et on justifie, alors on s'arrange à ce que ce qui sort de là soit
commandé par... Donc, moi, je ne mets pas en cause ce qui a été fait là. Moi, je dis c'est louable, surtout que l'intention était bonne, le contexte s'y prêtait. Mais on ne doit pas détacher le contexte de la réalité politique. Et lorsqu'on analyse la réalité politique, on comprend que l'association, alors les acteurs, ou alors les initiateurs de ce mouvement, quelque part, auraient dû intégrer et tout faire, parce que, comme vous l'avez dit, ils ont intégré, mais l'État a opposé un certain nombre, mais il faut également comprendre pourquoi. Je vous ai pris l'exemple du voisin qui vous jette des pics et le matin, il vient vous proposer à manger, vous vous questionnez. C'était la raison. C'est pas la raison seule, mais derrière ça, ça devait être à eux de proposer, de donner un certain nombre de garanties qui justifient que c'est une œuvre, c'est une association, c'est un mouvement qui va dans le sens de l'aide humanitaire, de l'apport social, et je pense que peut-être on n'en serait pas là. Willy Mengue. Je sais que vous voulez à tout prix réagir. Parce qu'il y a pas mal de confusion dans le déroulé des argumentaires des uns et des autres sur cette question de survie Cameroun avec l'audit qui a été commandé. Alors il faut comprendre que c'est un audit externe avec une compétence internationale, un consortium fait des firmes avérées en la matière internationale, dans un souci de recherche de transparence. Il faut déjà le rappeler que si le personnage du citoyen Maurice Kamto voulait faire taire cette affaire, il avait la possibilité de la faire taire à l'interne. J'ai entendu quelqu'un parler de sanctions, association MRC Europe. Sauf que les sanctions interviennent sous réserve d'un rapport final de l'audit. Les accointances qu'on voudrait établir, ou les parallèles entre le MRC et Survie Cameroun sont complètement erronés. Les seules relations, c'est que, en fait, le compte de Survie Cameroun avait été formulé comme un compte endossé par l'association MRC Euro, parce que le compte Survie Cameroun n'avait pas encore de personnalité morale. Or, il y avait l'urgence. C'est les seules accointances. Ceux qui ont géré Survie Cameroun et qui continuent à gérer aujourd'hui n'ont rien à voir directement avec l'entité politique MRC. Ça, c'est d'un. De deux, nous avons dit que le compte de gestion de la mobilisation des ressources est attendu par l'initiateur qui est le professeur Maurice Kamto, de la part du président du comité de gestion, M. Tristan Penda, et Coca. C'est au terme de ce compte de gestion que s'il y a des couacs ou des flous, que notre problème peut ressortir, il faut déjà louer. Je dis, il y a la quasi-totalité des Camerounais qui s'intéressent à la chose publique ont peut-être découvert récemment le vocable audit. Le vocable audit en matière de gouvernance publique au Cameroun n'existe pas avant Survie Cameroun. Parce qu'il y a pas mal de matières à auditer en matière de gouvernance publique dans ce pays. On les a audités quand? Mais je dis, le personnage Kamto est pris d'humanitaire et de transparence, parce que c'est monsieur propre en fait. Il a dit, voilà, s'il y a des écarts, nous allons fouiller, je vais tout faire pour que tous ces écarts, il y a une lumière à faire là-dessus. Voilà pourquoi un premier rapport qui a émis des hypothèses entretenant le doute n'a pas été reçu, n'a pas été crédible. Il a commis un consortium de 3 firmes, 2 hollandaises et 1 indienne. Il faut comprendre cette volonté-là. Donc nous disons que, loin des polémiques, loin du flou, les 314 000 euros sont bien logés dans le compte Survie Cameroun. C'est les erreurs d'apparence sur le compte par rapport à la contenance du compte qui vient d'un bug informatique qui a été tracé. Et par rapport à publier les listes des donateurs. Voilà, mais c'est un petit problème, professeur. Vous savez que tout ce qui est fait en informatique est traçable. La preuve, c'est que les 91 dons qui font problème ont été identifiés de leur pays d'origine. Jusqu'au Royaume-Uni et les États-Unis. Jusqu'au compte principal de Survie Cameroun, avec toutes les conversions et leur contenance. Ça veut dire que s'il faut ressortir le listing de tous les donateurs, en moins de 24 heures, cela sera fait. Et je crois même que le professeur Maurice Kamto ira jusque-là. Parce qu'il est vraiment déterminé, après avoir levé cette première polémique, à voir clairement, à voir la suite de ce bien qu'il a voulu, où il a invité les Camerounais. Professeur Pascal Charlemagne Messanga Yamding, nous en sommes au 3e audit. Mais il y a surtout le 2e là. Le 2e avait été commandé, mais la pression, l'auditeur était français, comme l'a relevé le prof, les pressions venant de Yaoundé ont fait reculer cet auditeur. Alors qu'il y a un souci de transparence. Pourquoi cette attitude vis-à-vis d'un auditeur qui veut faire la lumière? Alors, si nous nous entendons, tous les 3 sur le plateau, nous sommes d'accord sur le fond. Il y a une initiative qui est là.
une tentative de mobilisation des fonds avec pour objectif l'humanitaire, même si quelque part, il faut peut-être aussi le rappeler, les autorités ont estimé que Survie n'était pas qualifié pour mobiliser les fonds. Vous vous rappelez aussi quand même de cela. Au départ, ça posait problème parce que quelque part, il y avait des soupçons ici et là. J'ai encore en mémoire les prises de position de mon camarade politique, le ministre Atangandji. Mais en réalité, la confusion demeure pour deux raisons. D'abord, lorsqu'on parle de 330 000 euros, vous savez, nous sommes au Cameroun, hein, il faut quand même dire à ceux qui nous écoutent que non, ça représente 215 millions à peu près. Hein, parce que si nous partons sur 100 000 euros, 65 millions x 3, 195, plus 30 millions, 10 millions, oui, 215. On avoisine déjà, on va au-delà des 200 millions. Hein, soyons sérieux. C'est beaucoup. C'est énorme. Et alors, donc, le premier problème, c'est ce buzz. Et même si la volonté y est, mais on a encore du mal à comprendre. On nous dit, bon, 91 donateurs, il y a traçabilité. Mais écoutez, la preuve est matérielle. Hein, on veut bien voir. Il y a une liste, professeur. Je vous en prie, ne me coupez pas. Non, il y a une liste. Je voulais juste vous apporter des éléments d'information que vous n'avez pas. Il y a une liste. Je suis de 91 donateurs. Moi, je suis dans une possible nominative. Alors, les donations. Bon, Willy Mengue, permettez au Bon, je vous accorde qu'il y a une dans le liste. rapport. Donc, chaque donateur a donné combien? Il y a la liste, on peut vous Non, la montrer. Ne publiez pas pour moi. Moi, je n'ai pas besoin. On peut vous la montrer, la liste. Et de deux. Il y a une dichotomie qui tend à être mise en place. Et là, je voudrais rejoindre M. Kenyé, qui dit, où on nous dit, mais non, c'est pas le MRC. Mais attendez, Penda et Kouka, c'est qui? C'est le MRC? C'est le MRC? Bon, écoutez, nous sommes en pleine télévision, en bonne télévision. Ne donnons pas l'impression que nous voulons flouer ceux qui nous écoutent ici en Mon Dieu Vision et qui nous regardent. Et puis, qui prend l'initiative? J'ai quand même suivi les voices, vous savez, quand vous êtes un homme politique accompli, avec des objectifs. Pour éviter, on va revenir, ça c'est promis, on va revenir après le journal, c'est le temps du journal. Très bien. Va faire un tour à Douala, nous attend Nadine Yambou, avant Nadine, une page de pub. Retour sur le plateau et qu'il en soit en deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités Willy Mengue, Charlie Kenyé et le professeur Pascal Charlemagne Messanga-Nyamding. Professeur Pascal Charlemagne Messanga-Nyamding. Aujourd'hui, il y a eu les funérailles, les obsèques officielles du président Déby, avec surtout cette présence du président Macron qui a déclaré que la France ne laissera personne, ni aujourd'hui ni demain, menacer la stabilité du Tchad. Réaction. Oui, c'est un discours paternaliste qui tend à démontrer que les Africains sont irresponsables pour deux raisons. Vous savez, la mort du président Déby nous touche tous parce que du point de vue géopolitique et géostratégique, nous aurons incontestablement des problèmes en Afrique et singulièrement en Afrique centrale. Le gendarme est parti? Moi, je ne perçois pas sous le prisme du gendarme. Je perçois cela comme, une fois de plus, un mauvais spectacle que les Africains ont offert pour deux raisons. Première raison, les constitutions négro-africaines ne sont pas bonnes. Oui. Le président est chef de parti, il est chef de l'Assemblée, il est chef de la du législatif, il est chef des armées, il est. La mort du président Déby doit nous interpeller. C'est la frustration qui est à l'origine de ce décès que nous regrettons tous. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que au sein d'un système, le président Déby, paix à son âme, a consommé 17 premiers ministres jusqu'au jour où le président Déby a décidé de ne même plus en avoir. Oui, en 2018. Vous comprenez? Et pour analyser ce point bien précis, les enfants qui sont des ministres, des généraux, ici et là, mais quand on est un politologue averti, mais vous préparez le nid des colons. Des colons, ça veut dire quoi? La France viendra toujours tenir ce type de discours parce que tant que les Africains, entre eux, ne s'entendent pas, il y aura toujours ce type de problème. Je chute avec la relation avec le Cameroun. Mais voyez-vous, siège Alain Autou.
Si nous pouvons reconnaître qu'au Cameroun, le président Paul Biya, contrairement au Tchad, a mis en place des institutions représentatives qui nous permettent d'avoir un président élu, le Sénat, l'Assemblée, les députés, ce qui n'existe pas au Tchad. Mais reconnaissons quand même que après chaque élection, vous le constaterez au Cameroun, lorsque le RDPC, mon parti politique, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que je suis membre titulaire du comité central, gagne les élections, la société administrative, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à voir avec le politique, s'accapare de tout et tape systématiquement sur vous. En comparaison avec le Tchad n'a pas de démocratie, avec des institutions représentatives, ça crée des frustrations. Le Cameroun a des institutions représentatives, mais on peut se poser la question par moment, comment on investit le député? Comment on investit le sénateur? Comment on investit le maire? Et comment on investit celui qui occupe la fonction de ministre? Un ministre, c'est un père qui doit être responsable. Et je suis donc en vous démontrant que lorsque vous voyez que la société administrative, c'est-à-dire comme c'est le cas au Cameroun, avec des gens qui peuvent taper sur vous, je vous prends mon cas, je sors de Garoua, si je vous dis aujourd'hui que je ne suis pas frustré et que je n'ai pas de séquelles au regard de ce qui m'est arrivé de manière injuste, parce que la société administrative m'a frappé 3 fois. 1, on m'amène au CED sans motif réel. Après le CED, on me frappe, on m'enlève chef de département. Comme si ça ne suffisait pas. Contrairement à la société de droit, on me chasse de lyrique, on me dit, tu pars à Garoua. Ramenez au Tchad. Si moi, M. Sanganya me dit que je n'étais pas un républicain, quelqu'un avec conscience, comment de telles frustrations ne peuvent pas vous amener à prendre des armes, si vous en avez la possibilité? Vous imaginez un peu cela? Donc il faut que on transforme un peu notre société et qu'on le dise tout de suite et maintenant. Sinon, je vous assure, aujourd'hui pour demain, nous serons toujours en train de piloguer sur les Russes qui ont déjà sécurisé la République centrafricaine oui. Et qui sont en train de sécuriser le Tchad et qui vont combattre le futur, le fils Déby, qui dirige le conseil de transition, s'il ne comprend pas une chose. Tendre la main et réinstaurer la constitution en donnant la possibilité à tous les Tchadiens de dialoguer entre eux. Ok, non, d'abord Charlie, cette sortie du président Macron, lorsqu'il dit la France va laisser personne menacer la stabilité du Tchad, ni aujourd'hui, ni demain. C'est un message fort qu'il adresse aux FAC. Je pense que... Qui annonce marcher sur N'Djamena dans les prochains jours. Nous sommes dans le discours diplomatique. C'est un discours qui se veut conciliant, c'est un discours qui se veut amical, surtout c'est un discours qui se veut apaisant. Donc il faut bien comprendre ça, parce que le président Emmanuel Macron n'est pas le président des Tchadiens, c'est le président des Français. Et en qualité de président des Français, il doit défendre les intérêts français, peu importe là où elle se situe. Et la France a bien des intérêts. Il a été applaudi lorsqu'il a sorti cette déclaration. Oui, normalement. Exactement. Et façon dont ça veut dire ce que ça veut dire. Bien sûr. Déjà, il faut comprendre que on ne peut pas détacher la réalité. C'est-à-dire que la France a toujours été ce pays qui a pris position à chaque fois que la démocratie ou alors le non-respect des lois fondamentales des pays ont été mises à mal ou menacées. La France a clairement pris position comme étant un pays, comme la devise le dit, liberté, égalité, fraternité. Mais dans le cas tchadien, curieusement, on a un conseil de transition militaire qui a pris le pouvoir et pourtant il y a une assemblée nationale là-bas. La constitution, normalement, prévoit que ce soit le président de l'Assemblée nationale article 82. Oui, article 81. Merci, professeur. C'est à lui de prendre le pouvoir, je pense, d'organiser les élections dans un délai de 45 mois. Non, 45 jours 45 au moins. Jours. 90 jours. 90 jours plus, voilà. 45 au moins, 90 jours plus. Mais ils ont pris le pouvoir, ils ont dissous l'Assemblée nationale. C'est-à-dire ils n'ont même pas laissé cette entité-là, ils ont dissous l'Assemblée nationale, ils ont dissous le gouvernement. Ça montre à suffisance qu'on est en contradiction avec tout ce qui peut concourir à la logique républicaine. Vous parlez de la France, c'est un pays
liberté, égalité, fraternité, c'est la devise. Mais comment comprendre que la France n'ait pas condamné ce qui s'est passé au Tchad? C'est justement ce qui devrait nous interpeller. Comment se fait-il que la France n'ait pas condamné ce qui se passe au Tchad? Mais plus encore, même le symbole de la représentativité, parce qu'il n'y est pas les seuls. Oui. Il y est allé avec Jean-Yves Le Drian. Avec Jean-Yves Le Drian, qui n'est nul autre que le chef de la diplomatie française. C'est-à-dire que ça démontre à suffit que indirectement, nous qui observons, nous qui analysons, on comprend que c'est une façon, c'est une manière polie d'adouber ce nouveau régime qui est en train de s'installer en N'Djamena. On ne peut pas voir ce qui se passe là-bas pour chuter, pour rejoindre ce que le professeur a dit. Il y a réellement des problèmes de frustration. C'est-à-dire que c'est une apalissade. Aujourd'hui, les peuples africains sont frustrés. C'est une apalissade, vous comprenez, mais on ne peut pas se limiter là. Il faut pousser la réflexion plus loin. Je pense que même en termes de gouvernance, le professeur ne me contredira pas. Aujourd'hui, à l'Union européenne, vous avez un rapport qui s'appelle le rapport Gréco, qui accable l'établissement politico-administratif français comme l'un des plus corrompus en Europe. Donc, des problèmes de gouvernance, des problèmes de frustration, ces problèmes d'inégalité de la répartition des richesses sont une réalité dans nos États. Vous voyez un peu, mais il faut pousser la réflexion plus loin. Je vous prends un cas très simple. Vous allez remarquer que c'est lorsqu'il y a une mission d'exploration, par exemple, dans le nord du Cameroun, à Guinée, et on nous a fait savoir qu'on a découvert de l'uranium là-bas, la deuxième réserve au monde, que Boko Haram a commencé à accroître ses attaques au Cameroun. Comprenez un peu. Vous allez également comprendre que dans le cas de ce qui se passe du côté du Tchad, vous n'allez pas m'expliquer si réellement le président Idriss Déby serait mort au front, que vous avez une force française là-bas avec tout le matériel logistique de renseignement qu'ils ont là-bas. Qu'un ennemi, et quand on parle d'un ennemi, je vous parle que ce mouvement-là, c'est à peu près 2000 hommes, mais vous n'allez pas me dire que 2000 hommes peuvent faire face à une armée de plus de 20 à 30 000, 40 000 hommes, c'est pas possible. Donc, il y a réellement un problème de fond là qui n'est réellement pas dit, qui n'est pas connu. Et dans ce contexte-là, je pense qu'il revenait également à la France, en qualité de puissance mondiale, d'essayer de nous faire une somme d'éclater, pas de venir ouvertement dire... Parce que là, la France est dans la logique de quelqu'un qui dit, ok, il est mort, on compatit, mais ça ne suffit pas. Pour un pays comme la France, défenseur des droits de l'homme, entre guillemets, c'est trop facile. Vous voyez un peu. Et le mouvement même qui est en marche vers le Tchad, celui des phares, qui est à la tête de ce mouvement, il s'agit de Mahamat Madi Ali. Qui est Mahamat Madi Ali? C'est un ancien proche d'Idriss Déby qui était en exil en France, qui jusqu'aujourd'hui est membre du Parti Socialiste, si vous ne le savez pas. Donc, on ne peut pas détacher ces faits de la réalité aujourd'hui. Ça démontre à suffit que le discours seul ne peut pas nous assurer qu'on a en face de nous un ami. Non, non, non. On est dans un discours diplomatique, comme je l'ai dit, qui se veut conciliant, mais qui n'enlève en rien qu'il y a des intérêts entre États qu'il faut préserver. Et Emmanuel Macron, étant en N'Djamena, est dans la logique aussi de préserver ses intérêts. Maintenant, pour le reste, il faut déjà qu'on comprenne ce qui s'est passé avec la mort du président Idriss Déby. Willy Mingué, la présidente du président Macron, aujourd'hui en N'Djamena, une façon d'adouber le pouvoir, le CMT, à travers le fils Mahamat Idriss Déby, non? Il y a au moins deux pesanteurs quand il faut faire la lecture de la situation du Tchad depuis le 11 avril dernier, c'est-à-dire date à laquelle... Non, surtout la présence. Commençons par la présence du président français Macron. C'est-à-dire, il ne revient pas au président français de venir garantir l'intégrité territoriale de l'État français. Oui. Dans les relations internationales, les États sont égaux. Ça veut dire que chaque État doit défendre sa souveraineté. Il dit qu'il ne laissera personne menacer ni aujourd'hui ni demain la stabilité du Tchad. Justement, ça veut dire que fort. C'est tellement fort parce qu'en fait, cela signifie quoi? Ça signifie que la souveraineté de l'État du Tchad se retrouve entre les mains de l'État français. Voilà pourquoi je voulais évoquer le pesant relation entre les États, c'est-à-dire notamment la zone franc et la relation incestueuse avec la France. C'est-à-dire, nous sommes supposés être des États égaux en rapport avec la France. Il faut que nous travaillions suffisamment notre souveraineté. Les États africains, notamment ceux de la zone franc, doivent travailler suffisamment leur souveraineté pour défendre les intérêts, que ce soit les intérêts constitutionnels. Parce qu'il faut comprendre que c'est la présence de la France qui est venue démanteler l'ordre constitutionnel du Tchad. On a évoqué tout à l'heure l'article 81 qui voudrait que la légalité constitutionnelle soit value en cas de vacances. Mais tout cela a été débouté d'un coup de téléphone très sûrement ou un comité militaire de transition est né, qui ne sort de nulle part, qui n'est ni une instance prévue, je ne sais d'où ça sort. Mais c'est ce comité-là qui vient aujourd'hui constituer un pan de transition et avec l'accréditation, enfin avec la France qui approuve tout cela et qui copte
les autres pays africains de la même sous-région, c'est-à-dire la CEMAC. On a vu le communiqué des autres pays, des six autres pays. Ce sont des éléments qui prouvent suffisamment que nous avons intérêt à travailler notre souveraineté pour que les forces extérieures ne viennent pas toujours bouleverser notre organisation interne. Mais parlant du Tchad, il faut comprendre, comme on l'a dit, la mort d'Idriss Déby ne devrait en fait surprendre personne. Les Tchadiens avaient déjà depuis 2014, puisque le fait c'est en 2014 qu'il naît, c'est les frustrations, c'est-à-dire un 6e mandat de trop. On lui a dit que ce 6e mandat, on ne peut pas l'accepter. C'est ce que l'opposition a dit. Et c'est donc recontracté avec en base arrière la Libye, d'où est venu le mouvement rebelle armé. Encore qu'il faut se demander qui soutient ce mouvement rebelle armé qui semble avoir une résonance en conversation avec la France. Là est toute la question. Et quand on sait que le sud de la Libye est contrôlé par le général Haftar, qui est pro-russe, il faut comprendre tout cela. Est-ce que ce n'est pas une contre-attaque de la Russie pour étendre jusqu'en RCA? C'est autant de questions. Donc je dis, s'il n'avait pas fait ce 6e mandat, on n'aurait pas eu cette incursion armée aujourd'hui. Et ça prouve à suffisance qu'il y a un grand nombre de Tchadiens qui se sont retrouvés au banc de touche depuis 31 ans. Parce qu'on ne peut pas prendre les armes si on est tranquille avec l'ordre, avec le gouvernement, l'ordre établi. C'est de cela qu'il est question. Donc évitons, s'il vous plaît, évitons nous, nos politiques, nos leaders africains, respectons au moins aussi quand même la démocratie et ses principes. Okay. 6 mandats, 7 mandats, mais attends, c'est pour faire quoi? Okay. C'est ça c'est la gourmandise du pouvoir qui tue aussi aujourd'hui. Il veut réagir à votre suite. D'abord le professeur. Oui, et je voudrais partager beaucoup de points de vue, d'ailleurs tous les trois ici. Vous voyez sur ce plateau, on voit bien que nous avons des convergences de vues, le MRC, la société civile. Pour ce sujet-ci, sur ce sujet bien précis. On va voir tout à l'heure, à 21h, si c'est toujours... Mais il faut donner un carton jaune. Oui. Je dis bien carton jaune aux gouvernants africains. Alors, vous voyez, il y a 2 thèses qui s'affrontent. Il y a la thèse de la malédiction des matières premières. Oui, nous sommes d'accord du point de vue de la géopolitique. Quand vous prenez et vous faites un bilan rapide, entre 1960 et 1990, le continent africain a connu à peu près 450 coups d'État et tentatives de coups d'État. Dans le Cameroun, le 6 avril 1984. Alors maintenant, c'est un constat. Mais quand vous êtes pertinent du point de vue de l'analyse politique, mais nous devons nous poser la question, qu'est-ce qui est à l'origine de ces coups d'État? Ce sont les frustrations. Et écoutez, nous avons atteint une période où la période des assassinats, sans dire mot, on a encore en mémoire Marien Ngouabi au Congo, on a Samuel Ndoye ici et là, et un peu partout. William Tolbert. Et William Tolbert. Et on peut continuer à citer. Et ramener au Tchad. Je voudrais vous rappeler que c'est un 13 avril 1975 que Ngata Tombambaye, appelé François Tombambaye, a été assassiné. Le Tchad a déjà connu, le président Déby était le 5e président tchadien, et c'est lui qui, à Sarre, est allé retrouver le corps de Ngata Tombambaye qui était un Sahara. Mais ce qu'on peut tirer comme leçon, et je vais vraiment chuter là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, lorsque les gouvernants eux-mêmes ne trouvent pas un modus vivendi, un consensus entre les Africains, regardez le nombre d'exilés. L'Afrique est l'un des rares continents au monde où on a encore des exilés politiques, où il y a des problèmes de liberté de parole, où il y a des problèmes de transformation systématique des constitutions. On a des chefs d'État africains qui changent les constitutions comme ils changent leurs chaussettes. Bon, à partir de là, on peut admettre que, est-ce que ces peuples qui nous regardent peuvent continuer à l'accepter? Non. Mais alors, parce qu'il y a un enjeu géopolitique, je vous rappelle quelque chose. L'Afrique centrale, cette zone élargie au Congo, ce qu'on appelle l'Afrique centrale institutionnelle. Parce qu'à côté, nous avons l'Afrique centrale géographique. L'Afrique centrale géographique, parce que institutionnelle, c'est la CEMAC. Oui, oui. Géographique, c'est la CEAC. C'est la CEAC. C'est un bassin de matières premières incroyable. Mon cher ami Kenyé, je vous en prie, reconnaissons que c'est nous qui donnons l'opportunité aux grandes puissances de venir nous donner secours à travers des armes
Parce que les gouvernants ne font pas l'affaire. On ne peut pas aujourd'hui, au XXIe siècle, continuer à dire que la France veut le pétrole. Mais l'odeur du pétrole est bon. La France, regardez un pays comme la France. La France est membre du G7 avec une société comme Total. Total, c'est quoi? C'est le Tchad, le Nigeria, le Gabon, la République centrafricaine, le Gabon et le Cameroun et le Congo. Donc, à partir de là, est-ce que la mort du président Tombalbaye ne peut pas nous interpeller? Président Déby, vous voulez Du président Déby aujourd'hui, à partir d'une vision africaine qui nous permet désormais de comprendre que tant que les frustrations seront développées, vous voyez, je vous ai pris un cas banal, moi qui suis engagé au sein du parti, j'avais 3 solutions. 1, où je prends les armes. 2, où je me tire une balle dans la tête. 3, où je me soumets. J'ai choisi face à une injustice sauvage, mais d'aller quand même à Garoua. Est-ce que vous imaginez le nombre de Camerounais, et je termine là-dessus, qui ont déjà rompu avec l'État? Analysons objectivement, parce que les Camerounais sont toujours bien à parler des choses des autres. Okay. Sur 10 régions, je vous assure, Serge Alain Autou, nous avons aujourd'hui 6 régions en rupture avec le champ central politique. Le Nord n'est plus là, avec le champ central. L'extrême Nord n'est plus là. La Damara n'est plus là. L'Ouest n'est plus là. Le Nord-Ouest n'est plus là. Le Sud-Ouest, parce qu'eux, ils ont montré qu'on pouvait arrêter et inciter à un dialogue si, effectivement, on prenait en compte leurs frustrations. Alors, regardez, quelles sont les régions qui, timidement, tapent encore fort sur les autres et jouissent du pouvoir administratif de manière autoritariste? Ce sont les régions du centre, où est issue ma mère. Ma mère est Tonne, ma grand-mère est Wondo. Ce sont les régions du sud. C'est le littoral en partie et c'est l'Est. Et vous voyez que mon analyse tend donc à montrer que, il faut dire entre parenthèses, quels sont ceux qui me tuent aujourd'hui? Ce sont mes oncles Betty. C'est le centre, le sud qui me tuent. Ce sont mes oncles qui sont entre les Betty. Vous croyez que vous aurez vu ça au nord ou à l'ouest? Les autres s'organisent. Ce sont mes oncles qui me tuent. Mes oncles Betty qui me détruisent. À partir du modèle tchadien, on comprend donc qu'il faut mettre fin à cela en rapprochant les peuples, en créant une osmose entre gouvernants et gouvernés. Comme ça, les Français ne viendront plus voler votre pétrole. Merci, Prof. Oui, rapidement, moi, Charlie. J'adhère à l'analyse faite par le prof, parce qu'il faut bien comprendre ceux qui nous suivent à la maison. Le prof est dans la logique de celui qui dit on doit sortir du concept de la victimisation. Vous comprenez? Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, au XXIe siècle, 60 ans après les indépendances, on ne doit pas toujours pleurnicher que des gens sont venus nous prendre ça et ça et ça. Là, je suis d'accord. Mais pour qu'on pose dans ce débat-là, pour qu'on sorte de ce concept-là, redéfinissons donc ce par quoi nous avons commencé. Bon, est-ce que vous voyez aujourd'hui que les Africains ont réellement compris ce que c'était la démocratie? C'est-à-dire, on continue à pratiquer des choses dont nous-mêmes on ne comprend pas. Voilà pourquoi je ne veux pas qu'on se limite simplement au principe de la frustration. Parce qu'à côté de la frustration, vous avez les intérêts égocentriques même de certains Africains. Comment vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui la RDC, le malheur qui sévit au sud du Kivu, avec l'exploitation du coltan par les multinationales, qui est derrière tout ce principe? Le Rwanda, le Rwanda de Paul Kagame gagne dedans. Le coltan non, mais c'est pas normal. Si réellement on est dans la logique, on est dans la logique, si on est dans la logique, justement de s'entraider entre Africains, de se comprendre, de créer, de mettre en place des politiques de développement, des politiques publiques qui vont permettre à ce que nos États, nos gouvernés puissent se sentir, puissent s'épanouir. Qu'est-ce que M. Kagame, qu'est-ce qu'il gagne, ou alors bon, on comprend qu'il gagne en termes de l'indice de développement même, parce que prenez tout ce que vous avez comme organisation internationale. Revenons au Tchad. Pour revenir au Tchad, pour faire comprendre que ce qui se passe au Tchad, nonobstant les réalités dont a fait mention tout à l'heure le professeur, à savoir ces problèmes de frustration et autres, il faut également comprendre que celui qui contrôle le Tchad, indépendamment, a un regard ou alors a une mêlée sur la bande sahélo-sahélienne, professeur. Nous sommes d'accord. Et c'est pourquoi, dans le contrôle de cette bande sahélo-sahélienne, le G5 Sahel qui avait été mis sur pied, qui regroupait 5 pays, le Tchad, la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso, justement était
conçu dans l'optique de ramener certains paix stabilité dans ces régions-là. Dites-vous bien que le président Idriss Déby aujourd'hui, alors qu'il était sur le point d'envoyer un détachement de 1200 hommes en plus pour soutenir la force conjointe G5 Sahel, pour justement ramener la paix et la sécurité dans cette région-là. Donc, on ne peut pas détacher les réalités géopolitiques avec tout ce qu'il y a comme problème, tout ce qu'il y a comme richesse là-bas, de ce qui s'y passe là-bas. Quoique réellement, il existe ces problèmes de frustration. Mais ces problèmes de frustration existent aussi parce que nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce que nous appliquons. On nous parle de démocratie, professeur. Vous n'allez pas me dire que les États-Unis, c'est un pays démocrate. J'ai toujours dit que c'est le pouvoir de l'oligarchie, par l'oligarchie et pour l'oligarchie. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. On nous vend des concepts que nous-mêmes, on ne peut pas définir, on ne peut pas expliquer. Alors aujourd'hui, l'un des problèmes, l'une des raisons même de ça, c'est même l'échec de l'élite intellectuelle, professeur. Parce que l'élite intellectuelle qui allait apprendre ce feu-là, il passe le temps dans les plateaux et télé à nous réciter les problèmes de droit internationaux, les problèmes de droit international, de droit international, les problèmes de liberté publique, des problèmes de démocratie et autres. Mais je ne vous apprends pas, professeur, le droit international est une question de rapport de force. C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense qu'on doit revenir dans les fondamentaux. Et on a raté les fondamentaux. On a copié des principes qu'on ne comprend pas, nonobstant des autres réalités. On doit d'abord revenir à les définir, les intégrer à nos réalités propres, concernant par exemple la démocratie qui est généralement, je vais dire quoi, du côté de l'Occident, elle est exclusive. Chez nous, on a plutôt un modèle de gouvernance qui est très inclusif. Or, si on ne peut pas intégrer ça à ce modèle de gouvernance, on ne peut pas réellement sortir de l'auberge. Voilà, merci. Willy Mengue, justement, il y a depuis que le CMT est mis en place au Tchad, il y a ce discours qui revient là, que pour justifier la mise à l'écart des institutions par la menace FACT, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Pour ces personnes-là, il fallait des militaires pour gérer ce qu'ils appellent la transition de 18 mois. Ils ont dit 18 mois. Je crois que pour un civil n'aurait pas fait l'affaire. C'est-à-dire le président de l'Assemblée. La stratégie adoptée par le comité militaire de transition va plutôt générer encore une autre, ça va élargir le front. Parce que rappelons que le FACT, vous avez vu ces derniers communiqués il y a quelques heures, c'est-à-dire ils sont pratiquement à l'antenne de Djamena. Ça veut dire qu'en fait leur objectif n'est pas encore atteint, parce que pour eux, non seulement il fallait se défaire de Idriss Déby, mais il faut que l'ordre constitutionnel soit respecté avec la transition qui doit être assurée par un civil. Il répète cela. Alors, nous avons donc soudainement une sorte de dynastie monarchique qui naît au Tchad, comme eux-mêmes appellent le FACT. Et ils ne sont pas sur le point d'accepter cela. Donc, on dit que nous sommes en train d'ouvrir un autre front entre le comité militaire de transition et le FACT qui n'est plus isolé dans sa position. Parce qu'il faut le dire qu'il y a plusieurs autres groupes rebelles qui ont prêté allégeance au FACT à la suite de cette victoire psychologique et symbolique qu'ils ont connue depuis samedi passé. Donc, et tous ces ralliements, entre guillemets, naissent de la frustration. Justement, puisque c'est des groupes qui étaient en position, qui n'attendaient qu'une telle opportunité. C'est des groupes qui étaient en position. On fait comprendre qu'en fait, tout cela vient du fait de la mauvaise gouvernance. Regardez, il y a une liste qui circule depuis quelques jours aujourd'hui, où il y a plus de 100 personnes génétiquement lié à Idriss Déby qui se retrouve dans l'appareil de l'État à des postes stratégiques, y compris du côté de son épouse. Mais ça, c'est frustrant. Ça veut dire qu'en fait, le partage n'est pas équitable. Et c'est l'injustice sociale qui crée les frustrations. À partir des frustrations, tout de suite, on va se regrouper et former un bloc. C'est ce qui est en train de se passer au niveau du Tchad. Je dis, nous sommes on est en train de vivre les conséquences, mais il faut interroger les causes. Oui. Les causes viennent donc justement de cette injustice qui s'est établie. Okay. C'est là qu'il est question. Donc, pour moi, sans être optimiste, je pessimiste, autant pour moi, je dis que le lendemain ne sera pas éclairé au Tchad d'ici demain. Tout au contraire, il faut s'attendre. Le discours de Macron aujourd'hui sonne comme une guerre déclarée contre le FACT. Oui. Ça, il faut le comprendre. Oui. Et quand on voit les derniers audios du FACT, les derniers voices, ils sont clairs et nets. Ils disent qu'ils ne vont pas accepter. Ils essaieront peut-être combattre la France. On oublie qu'elle a 3 bases militaires au niveau du Tchad pour l'opération Barkhane, dont la France peut se retrouver dans une situation très inconfortable. Okay. C'est ça qui est la question. Voilà, professeur, vous allez terminer sur cette question. Oui, merci. Je réserve la fin pour vous. D'abord, Charlie Gueye, sur cette ce justificatif, c'est-à-dire il y a la menace FACT qui justifie le fait qu'on ait mis les institutions de côté pour placer des militaires. Oui, bon, moi je ne vais pas
uniquement mettre ça sur le plan de la menace FARC. Ce que je peux, ça ne se comprend pas déjà que la voie constitutionnelle ait été bafouée, mais on peut quand même l'expliquer, on peut la comprendre, parce que il faut faire savoir qu'aujourd'hui, est-ce que le Tchad, dans le contexte actuel, avait en son sein les moyens techniques, financiers et même logistiques, peut-être même humain, de pouvoir organiser les relations dans les élections présidentielles dans un délai de 45 jours. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Deuxième des choses, le contexte, le Tchad actuellement c'est un pays en guerre, nonobstant des conditions floues, troubles dans lesquelles le président s'est retrouvé mort aujourd'hui. C'est-à-dire que le Tchad aujourd'hui est un pays en guerre. Est-ce que réellement, si on avait remis le pouvoir aux civils, la machine militaire aurait pu continuer à assurer la sécurité et l'intégrité de ce pays-là? C'est encore des questions qu'on pourrait très bien se poser, mais qui en réalité ne justifient pas ce qui s'est passé là-bas, mais qui peuvent se comprendre. Donc moi je me dis, la menace FARC est une réalité, et ça démontre à suffire que aujourd'hui, avec l'avenue au pouvoir du président du Conseil militaire, de transition militaire, Mahama, on est parti. Le général de corps d'armée, on est parti pour la logique de va-t-en-guerre. Parce que lui, quand il décide, quand l'armée, c'est un état d'urgence. Et quand on parle d'état d'urgence, forcément, il y a une menace pressante en face qu'il faut résoudre. Donc peut-être nous allons vers la logique militaire, et pourtant sur ce plateau nous prenons tous la logique du dialogue. C'est vers là où on devait aller. Bon, pour le reste, l'avenir nous en dira. Professeur, pour cette mise à l'écart des institutions, sous prétexte qu'il y aurait une menace FARC. Oui, je pense que lorsque vous observez avec pertinence et avec une rigueur analytique ce qui se passe au Tchad, d'abord il faut comprendre deux choses. Il y a une transposition de l'espace disputé en termes de matières premières. Il a raison, vous avez raison. Pétrole, manganèse et autres, entre occidentaux, entre ce qu'on a appelé longtemps l'antagonisme Est-Ouest. N'oubliez pas que au-delà du Tchad, l'Afrique a toujours été un champ de bataille. Hein. Rappelez-vous, lorsque les relations Est-Ouest et leurs implications dans les conflits d'Afrique australe, où on voyait en Afrique australe, lorsque le régime était pro-socialiste, comme en Angola ou au Mozambique, la guérilla était pro-occidentale, ou lorsque la guérilla est pro-occidentale, hein, le pouvoir est pro-socialiste. Bon, alors c'est cette recomposition qui renaît avec Poutine. Et vous allez voir que dans l'analyse de ce jeu, il y a la RDC qui est en train de se reconstituer une vie, et qui n'est pas très éloigné de la Russie. Et la Centrafrique qui a déjà établi, en termes d'espace disputé et d'exploitation de ressources, un pacte, mais vraiment irréfragable avec la Russie. Et dans le jeu qui sévit, hein, du point de vue matériel et militaire, dans la déstabilisation du gouvernement de M. Touadéra, la France était soupçonnée. Le choix de Touadéra, qui s'est retourné vers le Rwanda et surtout vers la Russie, a posé problème. Et là, il n'y avait qu'une seule solution. Prendre conscience que M. Déby doit tomber, puisque vous l'avez appelé, c'est le gendarme de la France. C'est un guerrier. On peut dire tout ce qu'il faut analyser, mais sur le plan géostratégique, vous allez voir que le Tchad a des frontières, 5 frontières avec le Niger, le Soudan, la Libye, et puis le Cameroun, et puis un autre pays, le Niger. Non, le Niger. Bon, alors vous voyez que il y a eu au Tchad, d'abord, la force d'opération Manta. Peut-être les gens l'ont oublié. Manta venait restaurer l'ordre à l'effet d'empêcher M. Kadhafi d'occuper la bande d'Aouzou. Bon, ensuite, il y a eu l'opération Épervier. C'est une base militaire française qui n'a pour seul enjeu que de sécuriser toute la zone francophone, à partir des opérations qui peuvent être menées de N'Djamena vers le Gabon, vers le Cameroun et en autre. Et n'oubliez pas quelque chose. Si le Cameroun a réussi et s'est éloigné de la menace, c'est que le président Paul Biya a réussi à multiplier sa coopération. N'oubliez pas qu'il y a eu 300 soldats américains ici, il y a eu les Russes, il y a les Français, il y a des Américains. Bon, alors à partir de là, le Tchad ne peut se transformer que si et seulement si les Tchadiens dialoguent. Je vous assure, cette guérilla,
ces rebelles sont massivement soutenus par la Russie. La France ne peut pas résister. Le discours du président Macron est un discours paternaliste, de bonne foi, d'un ami du Tchad, mais d'un ami aussi du pétrole tchadien. Mais dans les faits, et je chute là-dessus, et c'est le dernier point, mais les gouvernants tchadiens, et c'est aussi le cas au Cameroun, doivent établir des coalitions qui vont stabiliser le pays. Je vous prends le cas du Cameroun, moi qui suis de très près depuis 30 ans le président Paul Biya, qui est mon maître politique. Pourquoi le président Paul Biya a réussi, du moins, au fond, à stabiliser le Cameroun et surtout la zone du Grand Nord? J'attire votre attention du point de vue technique que tous les alliés du président Paul Biya dans le Grand Nord, ce qu'on ne fait pas au Tchad, sont des opposants. C'est une coalition des opposants, je vous le cite. Il y a Benobouba Magari de l'UNDP, opposant, ministre. Il y a Issa Chiroma Bakari, opposant, ministre. Il y a Mustafa Amadou de l'ANDP, ministre. Et puis il y avait Antar Kazagay. Et puis il y a encore Dakole Dassala. Bon, alors vous voyez que, contrairement à l'image apparente, où les gens donnent l'impression que mon parti est fort, même s'il se bat timidement encore dans le Grand Sud, mais le Grand Nord, c'est une coalition des gens qui ne partagent pas la vision du président de la République. Et le président l'a compris, heureusement, qui nous permet d'avoir la stabilité. Et c'est ces hommes qui ont donné 47% au président Paul Biya lors de la dernière élection présidentielle. C'est pas parce que le parti était tellement fort, où il y avait une idéologie, où il y avait une espèce de dictature de l'administration, comme on le voit au Grand Sud, où ceux qui n'ont pas battu campagne sont des ministres et peuvent torturer des hommes politiques. Ramener au Tchad, je pense sincèrement que le Tchad peut se transformer si le jeune président Déby, le général de corps d'armée Idriss Déby, prend conscience qu'il doit tendre la main à ses frères, qui rétablissent l'ordre constitutionnel, qui mettent en place un gouvernement de transition avec les opposants. Si moi j'étais son conseiller, je peux vous dire que ce n'est qu'à ce prix qu'il tentera de stabiliser. Non, rapidement, on va passer. J'allais dire, le professeur a dit quelque chose de pertinent, je ne sais pas. Il s'agit d'abord de comprendre, il faut une unité entre les Africains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Tchad doit être capable de travailler main dans la main avec le Cameroun, avec le Gabon, avec les autres pays pour garantir cette sécurité-là. Parce que toujours là, sous-traiter avec les pays d'Europe, vous ne savez pas, ils ont des intérêts qu'ils défendent chez eux. Donc, voilà, merci. On s'est séparés avant le journal de Nadine Yambou et c'est le prof qui avait la parole. Le deuxième Audi a subi ce qu'il a subi du fait, dit-on, des pressions de Yaoundé. Oui. L'auditeur qui était français. Au-delà des pressions, reconnaissons aussi la bonne foi de certains acteurs. Oui. Même si on nous dit que ceux-là ne sont pas de survie Cameroun, mais on constate quand même, et je t'ai disant qu'il y a eu Penda et Koka. Mon frère Sawa Penda et Koka, je regrette, il a quand même été un acteur pertinent dans le MRC. Et mieux encore, lorsque il y a une espèce de délestation qui veut s'opérer entre le président Kamto, le ministre Kamto et Suivi Cameroun, on constate quand même que c'est lui qui prend les devants et qui annonce le processus de transparence. Où on a vu parfois, il a contacté des maisons d'audit comme Young et bien d'autres avant de se retourner vers les Indiens ou les Néerlandais, mais c'est quand même lui qui est devant. Donc il ne faut pas toujours... En tant qu'initiateur. En tant qu'initiateur, mais en tant qu'homme politique. Vous savez, moi, quand je suis dans les amphis avec mes étudiants, j'ai souvent tendance à leur dire que pas d'action, pas d'intérêt, pas d'action en politique. C'est une action qui est tournée essentiellement vers le social et qui peut lui donner une certaine crédibilité. Et puis, pas d'intérêt, pas d'action. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, le ministre Kamto soit en train de se justifier pour rien. Et puis, sur ce point, on va terminer en disant que si, effectivement, ils veulent aller jusqu'au bout dans ce jeu de la transparence, eh bien, moi, je pense sincèrement qu'ils peuvent donner des codes à des donateurs. Oui. On l'a vu avec beaucoup d'associations. D'ailleurs, c'était l'un des problèmes de Young qui s'est désisté parce qu'effectivement, il voulait avoir des moyens de contrôle et d'effectivité.
a l'effet de démontrer qu'effectivement, il y a eu transparence. Bon, alors si on ne peut pas donner des noms, parce qu'on dit, bon, si je m'appelle Jean, appelons Tatampion, et mon nom sort, du moins on saura que je finis au MRC. Voilà, c'est normal. Oui. Mais on peut trouver des codes où ils écrivent à tous ceux qui ont envoyé de l'argent. On vous dit par exemple, vous, monsieur Otou, vous avez le code 202. Vous avez donné 100 francs. Et à la fin, on publie tous les codes avec la somme donnée. Je crois que ce sera plus sérieux. Ok. Willy Mengue, cette proposition? Il faut comprendre que Suivi Cameroun, c'est un appel à manifestation de générosité publique. Ouais. Et quand on dit générosité publique, on retrouve tout ce genre de donateurs là-dedans, avec des profils qui peuvent parfois être délicats. Oui, il y a des gens qui ne veulent pas de publicité autour de leur personne. Il y a le principe d'anonymat, il y a le secret. Il y a le secret, par exemple. Bien sûr, qu'on peut à la limite publier les noms de tous les donateurs, du moins au niveau international, pour un souci de transparence avancé, un souci de transparence qu'on n'observe pas de l'autre côté. Je vous dis qu'en fait, ce n'est pas que... Non, on y arrive, hein. Voilà. Tu n'es pas pressé, on y arrive. Donc, on peut donc peut-être demander que chaque personne qui voudrait que son nom apparaisse comme donateur soit publié, on peut le faire. Mais sauf qu'à un moment donné, il y en a qui pourront hésiter pour des raisons personnelles, à ne pas voir leur nom être publié. Et quid de la proposition du professeur Messala? La codification est simple. Déjà que les 411 donateurs qui ont fait l'objet du bug informatique ont été codifiés. C'est par système de codification qu'on a listé leurs donations. Ça veut dire qu'au préalable, on pouvait peut-être les approcher et leur donner des codes. Donc je dis, on peut publier ce genre de liste, bon, si ça ne crée pas une polémique sur l'identification des uns et des autres de nature à les exposer. Bon, là, il n'y a pas de souci. Mais notons déjà que le citoyen Maurice Kamto, en tant qu'humanitaire, fait vraiment preuve d'un souci de transparence dans la gestion des fonds survie Cameroun. Et nous disons que tout ce qui, nous ne savons pas les actes qu'il pose, parce qu'il a demandé à ce que les comptes soient audités après la polémique qui est née. Heureusement que c'est juste une polémique, sans fondement, sans fuite, il n'y a pas eu de fuite. Donc tous ces fonds ont été déposés. Et maintenant, tout ce que nous attendons encore peut-être, c'est un audit de gestion de ces fonds par le président national de gestion, de comité de gestion, qui est monsieur l'allié politique du professeur Maurice Kamto, et qui a reçu mandat de gérer... Le professeur veut tout le temps le ramener au MRC. Hein. De gérer les relations entre le professeur Maurice Kamto et Christian Pénécoca. Il faut comprendre que ce sont des alliés politiques. Ouais, mais dans le cadre de survie Cameroun, ce n'est plus question de politique. Ça veut dire qu'il a fait confiance à quelqu'un, qu'on voilà une opération. Non, mais c'est le social en politique. Voilà une opération en politique. Je vous donne le mandat de gérer. Bon, nous allons bien voir. Donc c'est là où nous sommes aujourd'hui. Et je sais que ce compte, puisqu'il a été demandé par le gérant de l'initiative humanitaire, il va restituer le compte de gestion pour que l'initiateur, M. Maurice Kamto, fasse un rapport moral et complet que l'opinion nationale et internationale attend. Donc je crois que c'est à ce niveau que nous en sommes. Donc on ne va pas demander plus que cela. Tout au contraire, moi j'ai dit, le public camerounais attend aussi que les comptes de la gestion de Covid-19 soient publiés. On y arrive. Soyez pas pressé. C'est un peu ça. Voilà, Charles Kenyé, le professeur Kamto a déclaré ceci. Avec moins d'1 million d'euros, Survie a réalisé ce que le gouvernement n'a pas pu faire, bien évidemment, avec 180 milliards alloués par les partenaires internationaux pour lutter contre Covid-19. La sortie du professeur Maurice Kamto montre à Suffit qu'en réalité, il s'agit d'une action humanitaire, mais avec un fond politique. À vocation politique. Sinon il n'aurait pas fait ce discours. Vous comprenez que on aura beau épiloguer, mais on revient toujours à la politique. Et pour la simple raison. Mais voilà le discours. Mais je ne sais pas si M. Menga a suivi. Il dit... Non, écoutez, monsieur... La gestion des finances, des ressources publiques, entre Covid-19, les subventions reçues par l'État et suivi Cameroun n'a rien à voir avec la politique. Ça veut dire qu'en fait, le professeur Maurice Kamto dit ceci, n'est-ce pas? Le peu d'argent reçu par Survie Cameroun a permis de voir des effets positifs et physiques sur le terrain.
Quand on regarde le paquetage distribué en matière sanitaire, comparativement aux milliards reçus. Vous voyez que je ne vous ai pas interrompu. Non, vous allez continuer, c'est juste pour vous. Oui, permettez. Monsieur Serge Alaoto, je pense que vous êtes un brillant journaliste. Quand vous voyez les rapports des associations, entre guillemets, apolitiques, de leurs activités, les rapports de leurs activités, est-ce que vous les voyez faire comparaison avec une action gouvernementale? Non. On est d'accord? Je pense que Suivi Cameroun, Suivi Initiative est une association à caractère apolitique, si je ne me trompe pas. Alors, d'où vient-il qu'un rapport d'une telle association puisse amener certaines comparaisons avec une action gouvernementale? Là, on entre déjà dans le jeu politique. Et c'est là où je dis qu'on peut pas comprendre, on ne peut pas enlever le fait que c'était une action humanitaire, mais avec un fond politique. Bien plus encore, pourquoi? Parce que les acteurs même, ceux-mêmes qui étaient au cœur de ce mouvement, tant passant par l'initiateur que par le gestionnaire même, ce sont des hommes politiques affirmés, ça il faut le dire, avec des positions connues. Donc, je ne veux même pas qu'on entre dans ce débat-là. À la réalité, c'est une initiative louable qui a été entreprise par l'initiateur de cette association, de ce mouvement. C'est une initiative louable, mais qu'il faut aller jusqu'au bout. Et M. Willy Manga a bien fait de botter en touche l'analyse faite par le professeur. On ne va pas me dire que pour codifier, parce que la codification c'est quoi? C'est la numérisation des lettres. On ne va pas dire que pour faire ça, il faut toute une alchimie, il faut monter sur Mars. Il y a des experts qui vous le faitent en 2 jours, en 48 heures. C'est pas de la sorcellerie. On vous prend, on nous prend, on a tous des noms, on nous accorde des chiffres, des codes et on les communique. Ça veut dire que lorsqu'on parle de M. Serge Alaoto, M. Serge Alaoto sait qu'il est peut-être le numéro 42. Quand on dit 42, 1000 euros, il se retourne, il sait que le 1000 euros là, le 42, c'est de moi dont il est question. C'est pas une magie. Donc voilà comment ça aura pu se faire pour justement apporter une réelle transparence dans ça. Et je ne vois pas en quoi cela empêcherait le MRC de faire ce travail-là. Justement, je disais que les Camerounais sont désormais très intéressés par la transparence de la gestion des ressources publiques. Alors, nous disons, quand on sort de Survie Cameroun, parallèlement, nous avons des dossiers sur lesquels les Camerounais exigent des comptes publics. Voilà, justement, professeur Pascal Messanga-Yamtine, est-ce que le RDPC, permettez, est-ce que le professeur, vous pouvez nous dire, non, vous allez comprendre, est-ce que le RDPC aujourd'hui, votre formation politique, est prête à accepter qu'on fasse aussi la même, parce que depuis là, vous accusez le MRC par rapport à Survie Cameroun, mais les Camerounais demandent aussi que les comptes soient des comptes par rapport, surtout au Covid. On sait qu'il y a des audits qui ont été commandés depuis, ils attendent. Il y a aussi le fameux glissement par rapport à la CAN, on attend. Tout à fait. Quelle est votre position par rapport à ça? Non, moi j'ai une position proche de celle du chef de l'État. Vous savez que certains m'en veulent au sein de mon parti. D'ailleurs, je n'ai jamais considéré que ces gens sont des militants du RDPC, parce que je suis dans ce parti depuis 35 ans, le RDPC a 36 ans, et parce qu'ils n'ont jamais compris que les idéaux qui ont porté le RDPC, c'est que le président Paul Biya, mon maître politique, que les gens trahissent tous les jours. Je vous assure, repose sur 5 piliers. On peut se poser la question, la rigueur. Ah ben écoutez, elle est où? Vous voyez, c'est pourquoi on m'en veut. Et puis la moralisation, la justice sociale, l'ouverture démocratique, le rayonnement diplomatique. Bon, à partir de là, quand vous posez le problème de la CAN, mais vous avez raison. Mais c'est dans ce pays où on vous a dit que un camion de sable 700 000. coûtait 700 000. Moi qui suis un militant du RDPC, je leur dis, ce n'est pas ça, ce n'est pas cette politique que le président Paul Biya, que je soutiens. Ils nous ont dit que c'était la Mecque. Mais ils vont vous en vouloir. Public. Ils vont vous en vouloir, ils vont vous envoyer peut-être en Papouasie, à Garoua ou ailleurs. Mais je continuerai à le dire. Parce que je suis un homme politique accompli. Et courageux. Et au-delà de ça, on va vous dire qu'un sac de ciment coûte, je crois, 16 000 francs. Oui, 16 000 francs. Alors, lorsque vous observez tout ce cocktail, ils disent que c'est la mercuriale. Ramenez au bon, écoutez. Ils disent que c'est la mercuriale. Ils rendront gorge un jour. Ça, mais ça je peux vous dire que ça a trop duré. Le président Paul Biya, tel que moi je le connais, je suis l'un de ses exigences. Il prend le temps pour réagir, mais il réagira.
Mais revenons sur l'essentiel. Oui. Vous avez posé le problème, même si comparaison n'est pas raison, Oui. bon, de la gestion de la Covid-19 et la gestion des survies. Non, j'ai entendu monsieur Willy, comme je l'appelle affectivement depuis ce soir, soutenir quelque chose de très grave. Il dit non, au gouvernement, il n'y a pas d'audit. Non, écoutez, moi je suis lucide. Oui. Il y a l'audit. Vous avez au Cameroun le contrôle supérieur de l'État. Permettez-moi de vous donner mon avis, qui est une institution de contrôle et qui fait quand même du bon travail. Maintenant, vous êtes libre de la... Ne me coupez pas. Laissez, vous avez l'art de couper. Tout ça. Permettez on voit les résultats. Oui, permettez au prof. Vous voyez que nous ne vous coupons pas. Permettez au prof. Laissez-moi faire l'analyse. Je suis professeur, je suis responsable. Et je suis un analyste politique. On voit les Bon, résultats. et au-delà, mais les résultats. Vous avez la CONAC, vous avez la NIF et bien d'autres instruments. Mais je voudrais quand même reconnaître que, même si, et là j'avoue avec vous, qu'il y a des faiblesses inhérentes à l'action des hommes. Moi je dis toujours, ces fonctionnaires qui, lorsque le RDPC finit de battre campagne, ils occupent tous les postes de pouvoir et de décision et peuvent faire n'importe quoi. Dans ce processus, on a le cas de l'enquête Covid. Moi je fais mon mea culpa. Ça a été très mal géré. Au-delà de cela, les stades. Écoutez, j'ai dit une fois à des Camerounais, lorsque vous observez ce stade de Japoma, beaucoup ont vu des beaux stades. Mais moi qui soutiens le président Paul Biya, qui n'existe que dans le RDPC d'abord, parce que j'ai soutenu sa politique depuis l'âge de 20 ans, mais il dit, mais ce stade devait avoir des cours de tennis. Olembe, qu'on évoque aujourd'hui, on attend des musées, piscines olympiques, on attend bien des choses. Donc je pense que il y a un processus de dégradation du patrimoine national que l'on ne peut pas accepter sur le plan public. Ramenez donc à vous, c'est encore pire. Si vous faites le social pour le politique, écoutez, ne trompons personne. Votre action sociale a une vocation politique. C'est un procès d'intention, professeur. Pas intention, parce que c'est M. Kamto qui est là. Non. C'est pas Kamto qui est là. Il y a une différence entre M. Kamto, qui est président d'une formation politique MRC, oui, et qui entre se mêle M. Kamto, qui est professeur, et qui est un autre Kamto qui est humanitaire. Il y a c'est des casquettes qui sont dissociables. Là, ça fait au moins 3 Kamto. Le Kamto l'humanitaire, Kamto l'humanitaire a pris une initiative humanitaire et aujourd'hui, bien sûr, c'est gratos. À l'image de l'abbé Pierre. Et dans la transparence, il a voulu que le compte soit rendu. Alors la question Willy, je vous ai coupé tout à l'heure. Vous insistez, sur les audits. Allez-y donc. Alors, nous disons que autant les Camerounais viennent d'apprendre le mot audit à travers les audits faits avec Suivi Cameroun, les Camerounais voudraient apprendre davantage sur l'usage des ressources publiques liées à la Covid-19 par rapport à toutes les donations. Il y a eu une caisse de solidarité. Il y a eu 183 milliards de francs donnés par les bailleurs de fonds multinationaux, c'est-à-dire le FMI et la Banque mondiale. Multilatéral, temps pour moi, voilà. Alors, merci. Nous disons que nous voulons savoir comment est-ce que les 183 milliards de francs ont été gérés. Ça, c'est ce qui concerne tous les Camerounais. Voyez. Et en même temps, la caisse de solidarité qui a été créée, où il y a eu des donations, on se souvient de ce riz qu'on n'a pas partagé, tout ça. Nous voulons savoir le riz d'orca. Nous voulons savoir quelle est la traçabilité de la gestion de tout ce qui a été capitalisé là aujourd'hui, avec les détails prêts. Autant que nous exigeons de suivre Cameroun. Ouais, ça, c'est là que les questions. Ça devrait préoccuper aussi tous les Camerounais. Et là même, ça doit être d'autant plus préoccupant parce que cela concerne c'est l'État qui est au centre de la gestion à ce moment-là. Donc ça doit être tellement transparent. Et maintenant, donc, il y a un problème à cela. Peut-être, nous l'exigeons dans le plateau de télévision, ça doit être exigé au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi l'Assemblée nationale n'exige pas les comptes sur la Coupe d'Afrique des Nations et sur la Covid-19, par exemple? Qu'est-ce qu'ils attendent? Vous voyez que le problème est tellement grave. C'est une décision qui vient d'être paralysée, qui doit s'occuper de ce genre de problème-là. Il n'y a que le député Jean-Michel Ninche qui pose ce genre de problème sur la table. Vous voyez à quel niveau
il y a des préoccupations allant dans la gestion de la gouvernance. Je vais poser la question encore une fois, prof. Est-ce que ce n'est pas une préoccupation pour les élus RDPC à l'Assemblée nationale? Non, c'est une préoccupation. Mais pourquoi on n'entend pas leur voix? Oui, il faut rappeler quelque chose, Serge Alain Autou, et vous avez raison. Les députés ou les parlementaires ont deux vocations. Voter les lois et contrôler l'action gouvernementale. Je suis d'accord. Mais il faut comprendre qu'il y a un processus de gouvernance qui fait qu'aujourd'hui, il y a une séparation dangereuse, je vous dis bien dangereuse, entre la société politique qui porte les idées et la société administrative. Le problème, en fait, que mon maître politique, le président Paul Biya, au regard des affaires de la Covid, les affaires du stade, des stades, des infrastructures, on peut aller plus loin, on peut parler de Mekine, Verlet, Lompanga, où pratiquement on ne voit pas grand-chose, il n'y a pas de lisibilité sur certains points, et dû au fait que dans les systèmes démocratiques, j'ai été là aussi influencé par certains pères qui ont toujours reconnu que c'est la société politique qui doit porter l'action. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Que peut faire un député du RDPC qui est investi difficilement et qui ne retrouve sa noblesse qu'une fois à l'Assemblée? Parce que je vous assure, si vous voyez les primaires, le ridicule, les batailles, les injures, les conditions d'investiture de nos députés, je vous assure, ces camarades pour la plupart, là je parle des miens, oui, parce que j'aime mon parti, le RDPC, ne retrouvent leur noblesse que quand ils sont à l'Assemblée. Or, ils sont ridiculisés pendant les primaires. Ils sont angoissés pendant les primaires. Ce n'est pas les politiques qui les portent. Mais les investitures, vous voulez dire? Oui, oui. Alors, que voulez-vous à un moment donné, Serge Alain Autou, que le député, conformément au jeu démocratique, qui accompagne le chef de l'État, qui a une majorité à l'Assemblée, comment devrait-il se comporter? Dans l'indiscipline, il faut comprendre que lorsqu'on vous dit qu'il a une mission de voter les lois, il vote les lois qui peuvent accompagner celui qui est le chef de l'exécutif. Même en France, il faut le dire, M. Kenyé. Oui. Quand vous avez la majorité à l'Assemblée, vous êtes président de la République, vous avez le sommeil tranquille. Donc ici, il faut reconnaître que la directive matérielle est portée par l'administration. C'est-à-dire des hommes, des fonctionnaires qui prennent la place des hommes politiques comme nous. Je vous prends un cas encore banal. Vous allez dire que peut-être aujourd'hui, je parle un peu trop de moi. Ce sont les fonctionnaires qui ont frappé sur un membre du comité central. Okay. Donc, je vais vous dire que n'incriminez pas nos députés. Ils sont disciplinés. Ils sont dans le jeu de la démocratie où cette majorité est d'abord la majorité du président de la République et c'est lui qui, comme partout ailleurs, donne la directive. Voilà, Charlie, pour terminer, on arrive au terme de l'émission. J'aimerais revenir sur Viva Cameroun. Oui, rapidement. À travers tout ce qui a été dit sur le Cameroun, pardon, sur l'audit avec les fonds Covid. Quand j'ai essayé de parcourir le rapport de la Chambre des comptes sur justement comment ces fonds étaient gérés. Et il y a deux choses qui m'ont frappé et qui vont revenir dans pratiquement tout ce qui se passe que nous avons comme problème avec les audits au niveau du Cameroun. La première, c'est la surfacturation. C'est-à-dire que la Chambre des comptes fait état du fait que il y a un problème de surfacturation dans les commandes. Le second, c'est les passations des marchés. C'est-à-dire qu'on donne des marchés à des entreprises qui n'existent que dans des valises. Et c'est tout ça qui amène des problèmes. Vous voyez, et des frustrations aussi. On alloue des fonds à des personnes de gérer en ce qui concerne la santé des Camerounais. Oui. Pire encore, regardez la grille de répartition de ces fonds-là. Les deux entités vraiment en charge dans ce combat de la lutte contre la Covid, il y avait la tutelle, le ministère de la Santé et les communautés. Mais je suis dépassé de voir, on envoie les 400 millions au ministère de la Communication, au ministère de ceci, mais
Comment ne pas, dans un souci même de réalité politique, vous avez un problème avec 400 millions pour non, la communication? j'ai un problème avec la répartition de ces fonds. Parce que encore que la communication. Avec la communication non, pas avec la communication. C'est une figure de style. Je ne dis pas que le ministère de la communication a reçu. Qui est un homme transparent. Je ne dis pas ça. Non, je dis même, est-ce que vous avez un problème avec un montant? Moi, j'ai un problème communication avec la répartition de ces fonds-là. Parce qu'en réalité, s'il fallait justement, si on était dans l'optique ou alors dans l'objectif de combattre la transparence, de combattre la Covid, ces fonds auraient été orientés à 2 endroits, au ministère de la Santé et au niveau des communes. Parce que justement, nous sommes dans la régionalisation, nous sommes dans la décentralisation. Merci. Oui, rapidement, Willy peut intervenir. Monsieur Keyi, pourquoi on peut demander l'audit sur la Covid, on ne demande pas l'audit sur les stades? C'est crédible, ça? Oui. Donc, c'est autant de choses. Vous vous adressez à qui, là? Mais je m'adresse à la société politico-administrative. À votre famille politique. À l'effet de vous dire que, à terme, oui, il faudrait quand même être juste partout. Voilà, merci. Willy Mengue, pour terminer cette édition. Donc, je suis ravi du fait que mes 2 co-panélistes ont déjà compris la préoccupation qui est celle des Camerounais aujourd'hui. Une transparence sur la gestion des fonds Covid par le gouvernement de M. Biya, une transparence sur la gestion des fonds de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 sur la gouvernance de M. Biya, une transparence, je dirais même, sur les projets structurants qui n'ont pas, dont les effets induits dans notre économie, nos sociétés ne sont pas encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a tellement de problèmes à résoudre au niveau du gouvernement que de se préoccuper de l'audit de survie Cameroun. Et nous attendons, nous Camerounais, de tous bords, que la clarté soit faite là-dessus. À quoi ont servi toutes ces ressources engagées par la pandémie et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Nous attendons cela. Merci Willy Mengue, merci professeur. Merci beaucoup. Merci Charlie. Merci Serge. Voilà, merci, madame, monsieur, nous sommes au terme de cette édition. C'était la dernière à Yaoundé. On va dire merci particulièrement à Rose Nkolo qui nous a rendu un peu plus beau pendant toute cette semaine. Elle nous a vraiment assisté. Élisée Bogba qui était à la caméra, il est là. Joël Sengue également à la caméra. Le chef d'orchestre, celui qui a mis tout ça en musique, lui c'est Emmanuel Diop. Bonsoir Yaoundé, bonsoir Bonakwama.